Ghislain Larochelle interview une personne du marché de l'immobilier, une personne qui a rapport avec qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus au Québec, avec l'immobilier aussi. Un matin, j'ai la chance d'avoir M. Orlando Rodriguez, qui est président de l'Ordre des arpenteurs géomètres. Bonjour, M. Orlando. Bonjour, Monsieur Larochelle, comment ça va? Ça va très bien. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le temps aux gens de rentrer. Si vous m'entendez bien, me voyez bien, juste m'écrire un petit dans le chat. Oui, Ghislain, on te voit et on t'entend très bien. En attendant, juste pour vous dire, un matin dans le journal, il y avait, bonjour Kevin, un matin, il y avait dans le journal Desjardins qui dit qu'ils ont eu 200 000 cas de report d'hypothèques, de prêts et de cartes de crédit. La Banque nationale qui annonce, elle, de son côté, 61 000 cas. On a aussi un trimestre record qui est paru dans le Journal de Montréal, le trimestre de janvier, février, mars, OK, dans le Grand Montréal. Écoutez bien ça, un trimestre record de vente. Les prix ont augmenté de 7,2% en 3 mois. Fait que je peux vous dire qu'on était dans un scénario il y a beaucoup de gens qui faisaient des offres multiples et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Fait qu'on a Julie, bon matin Julie, ça va bien. Marilyn qui est avec nous. Eric, Catalina, rebonjour. Fait que c'est tout du monde. Yann aussi, Kevin. Fait que c'est tout du monde qui me suit à chaque matin. Merci d'être là avec moi. On a une baisse des ventes. Qu'est-ce que les grands de l'immobilier, les statisticiens de l'immobilier prévoient? C'est sûr qu'il va y avoir une baisse des ventes pour avril, mai, juin. On n'est plus capable d'inspecter les immeubles. On n'est plus capable de visiter les immeubles. C'est principalement ça qui fait que la visite physique, qui fait que les ventes vont beaucoup baisser. Et je lisais dans le Journal de Montréal, je me rappelle plus c'est quel palier de gouvernement qui nous a donné ça. Ils s'attendent à une baisse de 0,5% des prix des maisons d'ici juin. 0,5. On peut aussi bien dire que ça va rester à peu près à zéro. Et si la pandémie, qu'on peut pas visiter, faire des inspections, des évaluations d'ici le mois de septembre, ils pensent avoir une petite baisse de 3,5%. Donc, c'est pas majeur pour l'instant. Et moi, je suis d'accord avec le prix constant. Si on décolle au mois de juin, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de maisons. Puis ils vont comme on dit en bon beauceron, ils vont se garrocher pour aller acheter les maisons qui sont disponibles. On a André, William, Rome qui s'est joint avec nous autres, avec Clément, Jacques aussi. Bon matin, Jacques. N'oubliez pas, nous avons ce soir la formation Devenir libre financièrement qui a lieu à 19 heures. Si vous voulez apprendre les différentes techniques, comment investir en immobilier, comment ça fonctionne exactement l'immobilier, la location-achat, prêteur privé, aller chercher des flips, du multilogement. On est là, on vous explique ça en virtuel ce soir. Fait qu'allez sur le site internet imofacile.ca où je vais vous mettre le lien directement dans le post qu'on a aujourd'hui. Cet après-midi, excusez-moi, j'ai dit demain, mais c'est ce soir à 19h. Et cet après-midi à 13h, on a un programme de coaching double qui décolle. La partie théorique décolle aujourd'hui. Double, pourquoi? Parce qu'il y a une partie pratique aussi qui a lieu. Fait que c'est une journée par mois. On a soit les choix des mercredis, les vendredis ou les samedis pour suivre le cours et vous pouvez vous promener d'un groupe à l'autre. Fait que on a beaucoup de gens qui rentrent présentement. Chantal, Caroline, Kevin, Mathieu, tous des gens qui me suivent à tous les matins. Merci d'être avec moi. Merci d'être avec nous un matin. Monsieur Rodriguez, pouvez-vous nous parler un peu de vous? C'est quoi votre cheminement qui vous a amené à la tête d'être président de l'Ordre des arpenteurs géomètres? Oui, en fait, comme peut-être vous remarquez dans mon nom de famille, puis un peu dans mon accent, je suis pas originaire du Québec, je suis originaire de la Colombie. Puis je suis arrivé au Québec il y a 20 ans pour faire un doctorat en sciences géomatiques. Alors, mais, bien entendu, le département des sciences géomatiques à l'Université Laval, c'est le seul département qui offre la formation qui mène au titre d'arpenteur géomètre. Moi, j'ai fait une formation de recherche en sciences géomatiques qui m'a permis d'avoir une formation
spécialisés. Alors moi, je suis géomètre à l'intérieur de l'ordre des arpenteurs géomètres. Je suis pas arpenteur géomètre, mais OK. ma connaissance de la théorie, de la pratique, puis en général de tout ce qui est la science qui entoure le travail de l'arpenteur géomètre, ben, m'a poussé à m'impliquer davantage dans notre ordre professionnel. Je suis membre du conseil d'administration il y a 3 ans. OK. Puis, ben, je proposais ma candidature pour devenir président, puis mener certains dossiers intéressants, comme moderniser un peu la pratique professionnelle de l'arpenteur géomètre. OK. Pouvez-vous différencier pour les gens qui connaissent un peu moins ça? L'arpentage, c'est quoi? Puis la géométrie, c'est quoi exactement? C'est La quoi géomatique. la différence? La géomatique, excusez-moi, la géomatique. C'est quoi la différence entre les deux? Bon, en fait, dans les programmes de sciences géomatiques, on a une formation qui se fait ensemble, je dirais environ 60% du cheminement à l'école. Et puis ensuite, les volets qui fait la différence entre l'arpenteur géomètre puis l'expert en géomatique, c'est le volet juridique. L'arpenteur géomètre, il a une formation beaucoup plus poussée dans les volets juridiques. C'est une combinaison très intéressante entre la science de la mesure de la Terre, puis justement l'application dans un champ de pratiques qui tient compte de beaucoup d'éléments juridiques. Puis de l'autre côté, la géomatique, c'est vraiment beaucoup plus axé sur les technologies. C'est quoi les outils géomatiques, les applications qui nous permettent de mieux capter, de mieux traiter, de mieux diffuser l'information géographique. Alors, on est un peu en volet plus techno que l'arpenteur géomètre, mais c'est une formation qui se combine parfaitement Puis dans la pratique professionnelle. quelqu'un en géomatique aurait quel type de contrat qu'il pourrait aller chercher? Oh, il y a beaucoup de contrats qui sont rattachés à l'utilisation de la technologie des pointes. On peut parler, par exemple, du lidar aérien, du lidar terrestre. Euh, on peut développer des systèmes d'information géographique, on peut développer des systèmes pour la gestion du cadastre. Puis je dirais presque la majorité des mandats, les experts en géomatique ou les entreprises en géomatique vont travailler toujours de concert avec un arpenteur géomètre. Euh, OK. parce qu'il y a toujours la question la qualité de la donnée géoréférencée, puis ben, c'est l'arpenteur géomètre qui va pouvoir certifier que la donnée est bonne. D'accord. Et le but de l'ordre des arpenteurs géomètres, c'est quoi? C'est quoi exactement le Oui. but de Ben, l'ordre? en fait, l'ordre des arpenteurs géomètres, c'est un ordre professionnel, puis on regroupe l'ensemble des personnes qui sont habilitées à exercer de façon exclusive la profession d'arpenteur géomètre. On a environ 1100 membres. Puis OK. parmi les 1100 membres, il y a environ 600 qui sont dans la pratique privée, c'est-à-dire les arpenteurs qui vont vraiment aller sur le terrain pour travailler avec les publics. Alors, nous, à l'ordre, on a un devoir, une mission de protection du public. Puis, cette protection du public, on l'exerce avec 4 paliers fondamentaux. Le premier, c'est l'admission. On s'assure que les candidats qui vont devenir membres, ben, ont la formation nécessaire. On va appliquer un examen d'admission, en fait plusieurs examens d'admission, un stage professionnel. Ensuite, on va faire de la formation continue pour être sûr que les connaissances se gardent à jour. On a également l'inspection professionnelle qu'il faut la faire de façon régulière aux différents membres selon un programme bien particulier pour s'assurer que tout le monde est inspecté. Puis on a ben, également la discipline. Puis dans l'ensemble de tout cela, ben, on vise à avoir les connaissances nécessaires parmi nos membres pour garantir la sécurité juridique du territoire. Puis si on vient plus dans votre domaine, on dirait la sécurisation des transactions immobilières. D'accord. Et comment ça se passe présentement sur le plancher des vaches, là? Est-ce que vous avez des évaluations qui ont lieu? On va y aller avec différents cas. Par exemple, Oui. je suis en train d'acheter un 6 logements ou un 3 logements et j'ai besoin d'un certificat de localisation. Est-ce que c'est encore possible d'en avoir? Bon, alors vous présentez un cas particulier parce que oui, on est appelé à être un intrant nécessaire pour le travail du notaire. Puis comme OK. vous savez, le notaire, lui, est un service prioritaire.
Alors, étant un intrant pour les notaires, ben, on devient un service prioritaire par conséquence. Puis, de la façon qu'on a donné les balises à nos membres, parce que ça revient finalement la décision à chaque membre d'aller sur le terrain ou pas. Ben, il y a d'abord un jugement professionnel qui tient compte aussi de vos convictions personnelles. Il y a certains membres qui disent non, c'est mieux rester à la maison, on fait pas de levée, on veut contribuer à arrêter la pandémie au plus vite. Il y a d'autres qui disent ben oui, on veut aider le public, il faut pas laisser les gens dans une impasse, alors on va trouver les moyens pour aller sur le terrain de façon sécuritaire. Ça, c'est une première étape. Ensuite, ben, dans le travail qu'on fait des concerts avec les notaires, il faut s'assurer qu'effectivement, la transaction qui est planifiée, c'est une transaction urgente, Oui. une transaction qui ne peut pas être reportée. Ben, normalement, la première étape qui serait à vérifier avec les notaires, avec les clients, est-ce que la transaction pourrait se faire plus tard? Alors, si oui, ben, ils vont convenir une date ultérieure, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Si la transaction doit avoir lieu parce que ben, il y a d'autres transactions qui suivent dans cet effet domino, puis qu'il faut la faire, mettons, dans 10 jours, ben, dans ces cas-là, les notaires vont communiquer avec l'arpenteur géomètre ou les clients, puis ils vont dire, ben, il est impossible de reporter la transaction, on a besoin du certificat de localisation. Okay. Dans ces cas particuliers, il pourrait avoir un arpenteur ou ces techniciens qui vont sur le terrain, mais ça va se juger toujours au cas par cas. OK. J'ai entendu dire aussi qu'il y en avait des apporteurs qui allaient sur le terrain faire les relevés, mais ne rentraient pas dans la maison directement. C'est ça? Oui. Okay. Puis, il me manquait un petit bout à l'action précédente parce que lorsqu'on parle d'un triplex, mettons, ou des condos, ben, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre certaines mesures à l'intérieur, puis il faut faire certaines vérifications. La situation est beaucoup plus simple quand il s'agit d'une maison unifamiliale parce que effectivement les mesures se font sur le terrain en dehors de la bâtisse. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contact avec les propriétaires ou avec personne. L'arpenteur géomètre ou son technicien va arriver sur le terrain avec son robot, avec son station automatisée. Il va faire les mesures nécessaires. Il va faire les vérifications par rapport aux limites des propriétés, à la localisation de la bâtisse par rapport aux limites des propriétés, les constructions accessoires, les piscines, etc. Puis il va prendre les mesures nécessaires, mais c'est un travail qui peut se faire de façon individuelle sur le terrain sans avoir à parler aux propriétaires. C'est des bonnes nouvelles, j'entends là. C'est des très bonnes nouvelles pour pas arrêter toutes les transactions. Et rendu chez lui, l'arpenteur peut aller tout entrer les données, produire le certificat de localisation et l'envoyer par courriel, etc. Au notaire. C'est ça que oui, oui. En effet, oui, il y a comme deux volets principaux dans les travaux de l'arpenteur géomètre rattachés, dans ce cas, au certificat de localisation. Il y a les travaux terrain, les mesurages que je viens de vous décrire de façon sommaire, mais il y a aussi beaucoup de travail bureau. Puis ces travail bureau, je dirais, je n'ai pas les chiffres, mais dans un pourcentage très élevé, mais il se fait par télétravail sans problème pour la plupart des arpenteurs géomètres. Il y a une étape de recherche au registre foncier qui peut se faire sur l'ordinateur. Il y a par la suite l'analyse des données qui ont été captées sur le terrain qui se font avec les logiciels qui sont déjà dans la machine. Alors, oui, il y a une continuité des opérations au bureau qui peut se faire sans problème par télétravail. D'accord. Si vous avez des questions, les amis, c'est le temps de commencer à rentrer les questions à travers les miennes que j'ai pour Monsieur Rodriguez. Une question qui m'a été posée cette semaine, que j'ai pas été capable de répondre. J'ai un ami qui fait de la division de terrain. Tout le terrain a été relevé par un arpenteur. Je pense qu'il appelle ça un grid qui a été fait. Ouais. Le travail qu'il reste à faire est à l'ordinateur à distance. Est-ce que c'est possible de faire avancer le dossier de division de terrain dans un cas comme ça? Oui. En effet, si tous les relevés de terrain sont faits, ben, les étapes subséquentes, il y a ce qu'on appelle une étape de calcul, une étape d'analyse foncière où on va s'assurer de la consistance des données, s'assurer que les données sont cohérentes,
puis tout ça peut se faire au bureau. Si on part par exemple d'un projet de lotissement, Oui, comme dans ces oui. cas-là, ben, une fois l'arpenteur a finalisé son plan de lotissement, son morcellement foncier, ben, l'étape suivante, c'est d'envoyer son plan à la municipalité ou à la ville qui va devoir l'approuver. Alors, dans la plupart des cas, les municipalités, les villes, les bureaux administratifs sont fermés, mais ça dépend des cas. L'urbanisme fonctionne dans plusieurs villes que j'ai trouvées, ouais. C'est ça. Alors, il y a dans plusieurs villes, dans plusieurs municipalités qui se fait aussi du télétravail. Alors, si c'est le cas, ben, la ville va pouvoir analyser les plans qui est déposé par l'arpenteur géomètre. Puis, s'il est conforme à la réglementation municipale, ben, ils vont approuver les plans de lotissement. Puis par la suite, une fois approuvé, l'arpenteur géomètre va pouvoir l'envoyer à Québec pour officialisation. Alors oui, dans ces cas-là, si toutes les mesures ont été prises, si les résultats des calculs de l'analyse foncière sont bons, ben, les dossiers, il peut Le dossier continuer à avance. décheminer. Oui. Oh, Monsieur Rodriguez, on a une question de Jonathan. Bonjour, vous deux. J'ai une question sur mon certificat de localisation. Mon terrain sur le certificat est bien rectangulaire et ma maison n'est pas parallèle au terrain. Mon problème est que j'ai une seule mesure à un des coins de la maison et j'ai donc du mal à tracer une ligne de ma limite physique. Je voudrais savoir si le certificat est valide dans ce cas-ci. Ben, première chose que je dirais à M. Jonathan, je pense, Oui, Jonathan, oui. c'est qu'on on doit jamais faire des modifications ou des mesures nous-mêmes sur un certificat de localisation. C'est un document qui est authentique, produit par l'arpenteur géomètre, puis le certificat de localisation est toujours produit pour une fin particulière, puis on ne peut pas l'utiliser pour d'autres fins. Alors, s'il n'y a pas un nombre suffisant de mesures sur les certificats ou si on pense qu'il y a eu peut-être une erreur dans les dispositions du bâtiment sur les certificats, ben, il faudrait contacter l'arpenteur géomètre pour dire ben, est-ce que cette mesure-là est correcte? Est-ce qu'on peut ajouter d'autres mesures? Parce que c'est l'arpenteur géomètre qui a le droit de modifier lui-même son certificat de localisation. Ce que je comprends de Jonathan, c'est que normalement, quand un terrain est arpenté, il y a on dit des poteaux de métal, mais c'est quoi le vrai mot, là, qui sont mis sur le terrain pour avoir l'enlignement d'où c'est Oui. ta ligne de terrain. Ben, des piquets. Des piquets. OK, parfait. Fait que normalement, il devrait avoir ça, Jonathan, et tu peux te partir de ces lignes-là. Probablement, c'est pour faire ta clôture que tu veux aller chercher. Fait que normalement, c'est la façon de faire parce qu'effectivement, il n'y a pas grand mesure. On a Michael qui demande ça prenait un certificat avec l'option de mettre des bornes et je me le suis fait faire récemment. Est-ce qu'il y a des certificats qui n'ont pas de bornes ou tous les certificats de localisation ont des bornes qui sont Bon, installées? en fait, là, on rentre dans une autre opération de l'arpenteur géomètre qui est les bornages. Si on parle des bornes, c'est un bornage. Puis un bornage, c'est l'opération dans laquelle deux propriétaires qui sont voisins vont se mettre d'accord pour dire, OK, ça va être notre ligne des limites de la propriété. On ne peut pas parler des bornages lorsqu'il y a juste un propriétaire qui veut matérialiser les limites de sa propriété. Si OK. c'est juste ces madame-là ou cette personne-là qui veut avoir ses limites de propriété à elle, ben, on parle plutôt d'un piquetage où on va mettre les marques sur son terrain, ben, à la limite, à la ligne des limites de propriété pour, en effet, ben, avoir quelque chose qui est matérialisé. Mais si on parle vraiment de bornage, ben, c'est une opération qui doit se faire de façon conjointe entre les propriétaires voisins. D'accord. Excellent. On a une question de Marc. Est-ce qu'il existe une norme en termes d'années pour la validité d'un certificat de localisation? Pourquoi le notaire parfois demande un nouveau certificat puis d'autres fois il ne le demande pas? Bon, en fait, il y a un avis qui a été émis par la Chambre des notaires en 2019 qui dit que normalement, un certificat de localisation ne devrait pas être plus vieux que 10 ans. Alors, la durée de vie maximale d'un certificat de localisation serait 10 ans. Sauf que, et puis c'est marqué dans l'avis de la Chambre également, ben, c'est que il faut être sûr qu'il n'y a pas eu de modifications euh,
qui ont effectivement ramené des choses différentes dans la réalité par rapport au certificat de localisation. On peut parler par exemple d'une modification dans les zonages. Est-ce que la ville, la municipalité a modifié son règlement des zonages? Si oui, ben même s'il n'y a pas de modifications physiques dans la propriété, ben le certificat de localisation n'est plus bon parce que il ne fera pas état du zonage qui est approprié. Ça, c'est Oui, les notaires qui ont décidé qu'un certificat de localisation était bon 10 ans. c'est un avis qui a été mis par la Chambre, effectivement. Ah oui, ok, parfait. Mais nous, de notre côté, on dit, OK, ben, ça c'est la durée maximale ben, dans laquelle les notaires peuvent l'accepter, mais il faut toujours être prudent à utiliser un vieux certificat parce que, oui, on dit, ben, j'ai rien modifié dans ma maison, les clôtures sont toujours les mêmes, les limites sont toujours les mêmes, mais est-ce qu'il y a eu d'autres changements, par exemple, si on parle des zones inondables, le gouvernement a décrété en 2019 la CIS, la zone d'intervention spéciale. Ben, ça, c'est quelque chose de récent. Puis ça, c'est une affectation au droit de propriété. Alors, il se pourrait que le certificat apparemment soit bon, mais il n'est pas à jour. Puis s'il n'est pas à jour, ben, ça met à risque Ok, l'acheteur. Il faut ok. vraiment toujours avoir un bilan de santé de la propriété qui est à jour. Puis souvent, c'est les banques. Moi, j'ai vu des cas des banques qui acceptaient pas plus que 2 ans de certificat de localisation. Il fallait que je me batte avec eux autres pour accepter un qui avait 3 ans. C'est que il y a les notaires, mais il y a des banques qui sont plus frileuses que d'autres aussi. Ouais, ouais. Ben, je pense que la meilleure façon de faire pour se protéger, pour protéger le public, ben, il faut contacter son arpenteur puis dire, ben, est-ce que ben, mon certificat que vous avez émis il y a 4 ans, il est toujours bon? Il est peut-être bon et il n'est pas nécessaire de le refaire, mais ça serait à l'arpenteur de vérifier encore sa validité. Mais c'est toujours important de contacter l'arpenteur géomètre avant d'assumer que le certificat de localisation est encore valable. D'accord. On a Jonathan qui nous revient avec sa question de sa maison croche sur son terrain et Oui, qui dit, j'ai pas fait aucune modification, mais je voulais mettre une clôture. Fait que c'est exactement qu'est-ce que je pense. OK. Et je Oui, suis mal pris. Fait que Jonathan, fais-les comme M. Rodriguez dit. Regarde, voir s'il n'y a pas des bornes, des piquets qui pourraient t'aider à mettre la clôture à bonne place. Parce qu'après ça, s'il y a un relevé et que ta clôture est à mauvaise place, ben là, ça va être plus difficile à vendre et plus de problèmes à vendre. puis quelque chose qui est important dans ces cas-là pour placer sa clôture, ben, il faut, dans la mesure du possible, ben, se mettre d'accord avec son voisin pour être sûr que les deux sont d'accord avec l'endroit où la clôture va être posée parce que c'est de là que ça peut dégénérer plus tard dans une chicane des voisins, puis Exact. ça vient compliquer les choses. On a Carl, un fidèle auditeur à chaque jour. Salut Carl. Est-ce que les transactions des multilogements peuvent être considérées comme urgentes et on peut procéder à l'arpentage? Ben, ça revient toujours à mon point de départ. Si les parties prenantes ont discuté entre elles avec les notaires, puis il est impossible de retarder, de reporter la transaction, ben, ça devient imminente. Puis dans ces cas-là, les notaires, il va devoir ben, informer l'arpenteur géomètre pour lui confirmer le caractère urgent de la transaction pour que l'arpenteur ben, puisse prendre sa décision d'aller sur le terrain, effectivement. OK, merci beaucoup. On a Marc qui demande, est-ce obligatoire pour un arpenteur géomètre d'être membre de l'ordre? Oui, C'est si, obligatoire. Comme les c'est ça. ingénieurs, c'est obligatoire. Oui, ça c'est une question, une réponse simple, c'est oui, mais la formation, les diplômes d'arpenteur géomètre, on va l'obtenir au département de sciences géomatiques à l'Université Laval. Mais pour avoir les titres d'arpenteur géomètre et pouvoir signer un document comme le certificat de localisation, il faut être membre en règle de l'ordre des arpenteurs géomètres. Tantôt, on a parlé de la division du terrain. Fait qu'on Oui, divise le terrain, on fait des plans, on envoie ça à la ville. Après ça, la ville, elle l'accepte. Après ça, on dit tout le temps, puis ça, je le dis souvent, on envoie ça à Québec. oui, On envoie ça à Québec pour avoir un numéro de cadastre. oui. Peux-tu expliquer, c'est quoi ça, envoyer ça à Québec, à nos auditeurs? C'est quoi qu'ils font exactement Oui. là-dedans? Alors, je vérifiais avec Québec. Et puis oui, le service est encore
fonctionnel même pendant la crise parce que, en fait, on part de la Direction générale de l'arpentage et du cadastre. OK. Quand on envoie, ben, quand l'arpenteur géomètre envoie les plans à Québec, on l'envoie au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis à l'intérieur, il y a les secteurs territoires qui comptent la Direction générale de l'arpentage et du cadastre. Puis à OK. l'intérieur de la Direction générale, il y a la Direction de l'enregistrement cadastral. C'est eux qui vont s'occuper d'analyser les plans qui étaient soumis par l'arpenteur géomètre. Puis si tout est correct, ben, ils vont l'officialiser. Puis ils vont officialiser les numéros des lots ou les numéros en pluriel qui seront assignés à chaque lot, à chaque parcelle. OK. Puis ça prend combien de temps à avoir en temps normal, ça prend combien de temps à avoir le numéro de cadastre? Ben, les processus au ministère, je pense, on peut parler d'une moyenne d'environ 4 semaines. Mais, mais par la suite, lorsque le cadastre est officialisé à Québec, ben, ils vont les retourner au greffe de la municipalité ou de la ville. Puis le greffe, à l'intérieur de la municipalité ou la ville, ben, il va l'envoyer au service de l'évaluation pour mettre les rôles à jour. Ça peut ajouter des délais. Alors, pour que ça va dépendre aussi de la vitesse, de l'importance de la ville, la municipalité. Ça peut prendre encore un couple de mois supplémentaires, mais en temps normal, ça pourrait prendre environ un mois à faire l'officialisation à Québec. Excellent. On Puis a là, excuse-moi, ben, dans la vérification que j'ai faite, ben, il continue d'opérer parce que, ben, en fait, tous les services gouvernementaux sont des services prioritaires essentiels. Puis dans les cas particuliers du cadastre puis du registre foncier, ben, c'est des registres fondamentaux pour continuer une certaine normalité dans les transactions immobilières. Alors oui, il opère. Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui sont en télétravail. Alors ça peut ralentir un peu la cadence parce que Mhm. normalement, pour avoir une connexion sécuritaire, ben, ça prend des connexions VPN, puis ça peut aller un petit peu plus lent. Mais, D'accord. mais, mais il travaille, il travaille. Amène nous demande qui doit payer un nouveau certificat de localisation d'une maison, l'acheteur ou le vendeur? Normalement, c'est le vendeur. OK. Parce que Excellent. ben, c'est lui qui veut vendre une propriété qui est en santé, puis pour les démontrer à ses clients potentiels, ben, il va dire, OK, ben, ma propriété, elle est en santé. En santé, on a vérifié tous les différents éléments dans les certificats de localisation. Ben, c'est lui qui doit en principe les fournir, mais il pourrait y avoir des cas où le propriétaire, acheteur, bon, vont se dire, ben, OK, les vendeurs, il l'a pas fourni pour faire son inscription, mais moi, j'aimerais l'avoir. Alors, ben, OK, on va le faire. D'accord. On va aller moitié-moitié. Ben, Ouais, ça peut être les deux cas. J'ai vu les deux cas. J'ai vu l'acheteur, j'ai vu le vendeur. Mais oui, comme vous dites, c'est souvent le vendeur qui paye le certificat. On oui. a une très bonne question ici de Gilles qui demande si je change de banque à cause d'un renouvellement hypothécaire, OK? Et mon certificat de localisation date de 22 ans. Et depuis, j'ai ajouté un garage. J'imagine que je vais être obligé de de changer mon certificat de localisation pour changer de banque. Et si je sais qu'à l'automne prochain, je vais faire enlever et faire une entrée du sous-sol, est-ce que je peux prévoir sur le certificat de localisation ou l'arpenteur est obligé de le voir pour le mettre sur le certificat? Oui. En fait, ben, pour la première partie de la question, oui, 22 ans, c'est vieux, alors il est plus bon. OK. Ensuite, oui, il faut que l'arpenteur géomètre il vérifie l'état des lieux les jours qu'il fait ben, son inspection de terrain pour faire les certificats. Alors, si je dis par exemple, ben, je vais faire une piscine dans 3 mois, ben, elle n'est pas là, alors je ne peux pas l'inclure dans mon certificat de localisation. Les relevés de terrain, ils vont faire état, ils vont faire attester de l'état des lieux au moment où la visite est faite. Alors, oui, si quelqu'un prévoit de faire un ajout ou des modifications sur la construction ou des nouvelles constructions accessoires, ben, ça serait peut-être mieux de faire tout ensemble. Ben, sinon, il va être peut-être nécessaire de faire un autre certificat pour montrer l'état des lieux après les modifications envisagées. Parfait. On a Marc-Antoine qui demande, est-ce que les arpenteurs doivent mettre des piquets
ou ce n'est pas obligatoire. J'ai un certificat qui date de quelques semaines et il n'y a aucune borne sur le terrain. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est pas obligatoire de faire un piquetage. C'est pas obligatoire de faire un bornage. Normalement, quand l'arpenteur géomètre fait son certificat de localisation, ben, il va prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier les limites des propriétés, pour vérifier la contenance, pour vérifier l'occupation des lieux. Mais c'est pas nécessaire de faire un piquetage ou de faire un bornage. C'est des opérations différentes. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à faire un bornage ou un piquetage? Oui, oui, c'est des opérations différentes. Il y a une opération qui est l'élaboration d'un certificat de localisation, il y a un autre qui est un piquetage et un autre qui est un bornage. D'accord, excellent. On a une question de Jacques. Est-ce que l'arpenteur géomètre envoie automatiquement à Québec, même après une simple vérification? Je suis pas sûr de la question. Êtes-vous capable de répondre à ça ou? Est-ce que tu peux répéter parce que mon fils a parlé? Est-ce que l'arpenteur géomètre l'envoie automatiquement à Québec, même après une simple vérification? Non. Lorsqu'on parle d'envoyer à Québec, c'est en présence d'une modification du morcellement foncier, normalement un démembrement, un lotissement. On pourrait faire des fois aussi un remembrement. On va mettre deux lots qui sont divisés, on va les remettre ensemble. Alors, quand il y a une modification du morcellement, il faut l'envoyer à Québec, sinon, c'est pas nécessaire. D'accord. On a Jonathan qui revient avec sa question. Merci beaucoup. Si je trouve pas les piquets et qui sont plus en place, est-ce que je peux appeler l'ancien arpenteur? Est-ce qu'il y a encore les mesures dans ces dossiers? Oui. Alors, l'arpenteur géomètre, tout arpenteur géomètre doit avoir un greffe. Puis dans son greffe, il doit avoir l'ensemble des dossiers qu'il a réalisé dans tout son cheminement professionnel. Il peut avoir des très vieux dossiers qu'il a hérité du greffe d'un autre arpenteur géomètre. Alors oui, s'il n'y a pas une certitude par rapport aux limites des propriétés, ben, c'est mieux d'appeler l'arpenteur géomètre qui aura les mesures nécessaires dans son dossier. On a une question de Pierre-Laurence qui demande combien ça coûte un certificat de localisation, un piquetage ou un bornage? À peu près, là. Oui, ben, le certificat de localisation, c'est des prix référentiels parce qu'on ne peut pas imposer un tarif pour tous les membres. Mais je peux vous dire, mettons, pour un certificat de localisation pour une maison unifamiliale, c'est environ 1250 $. D'accord. Les frais pour l'épiquetage, bornage, je ne l'ai pas par cœur. Je pourrais vous revenir plus tard, mais c'est environ ça. Pour un certificat de localisation, ça pourrait être un petit peu plus cher si les conditions d'accès à la propriété sont plus compliquées, si c'est plus éloigné. Ça pourrait être un petit peu moins si c'est, mettons, au bon milieu du centre-ville de Montréal. Ben, ça pourrait être un petit peu moins, mais c'est une moyenne environ. D'accord. Rome qui demande comment ça fonctionne pour les constructions neuves. Le contracteur a fourni le certificat du terrain au notaire avec les condos positionnés dessus, mais celui de l'intérieur de mon condo, qui le fournit? Alors, à l'intérieur du condo, ben, ça devient la responsabilité de l'architecte, de l'ingénieur, de l'entrepreneur. L'arpenteur géomètre, il participe dans les chantiers de construction pour faire l'implantation de la bâtisse. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est pas nécessairement l'arpenteur géomètre qui va faire les suivis. Nous, on va placer les bâtiments, par exemple, par rapport aux limites des propriétés, mais par la suite, tout ce qui se fait à l'intérieur, ben, ça ne relève plus nécessairement de l'arpenteur géomètre. Écoute, qu'est-ce qui est les mesures du condo à l'intérieur? Tu as besoin d'un certificat de localisation pour ton condo et c'est l'arpenteur qui va prendre ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Si on parle des mesures pour produire un certificat de localisation, oui. Dans ces cas, là, oui. OK, d'accord. On a Rima qui demande combien de temps le certificat est valable. On en a parlé tantôt, 10 ans. Oui. Élie qui demande c'est quoi la différence des prix entre piqueté et borné. Monsieur Rodriguez s'en rappelle plus. Fait que on n'a pas la réponse. Tu pourras aller voir, Élie, directement sur le site Internet des arpenteurs. Tu vas pouvoir avoir les réponses. Marc qui demande en achetant un terrain sans bâtiment érigé, est-ce qu'il y a un quelconque document produit par un arpenteur géomètre requis avant le notaire? Oui, ben, on revient encore sur le certificat de localisation parce que même
Si la propriété n'a pas souffert de modifications physiques, ben, parmi les vérifications que fait l'arpenteur géomètre, il y a toujours les lois et les règlements. Puis ça peut varier. C'est quelque chose qui est plus dynamique. Les municipalités revoient des fois les schémas d'aménagement, les plans d'urbanisme, la réglementation, puis ça va concerner le zonage. Alors, il est toujours important de s'assurer que ce volet d'analyse des lois et règlements est bien fait, puis est fait par l'arpenteur géomètre. Excellent. Hey, pour les gens qui nous écoutent présentement, on est avec M. Orlando Rodriguez, président de l'Ordre des arpenteurs géomètres. Si vous aimez, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y donc avec un petit cœur ou un petit pouce, j'aime, pour donner un peu d'amour à M. Rodriguez aujourd'hui. Si vous avez des questions, venez-vous pas, il me reste juste deux questions. Et Frédéric, il dit, on fait des certificats de localisation intérieure. Dans quel cas on fait des certificats de localisation intérieure, M. Rodriguez? Ben, dans tout ce qui est copropriété et DBS. Alors, pour les cas des copropriétés, ben, il faut nécessairement comprendre qu'il y a un droit de propriété qui est privé, qui se côtoie avec un droit de propriété qui est commune. Alors, dans ces cas-là, ben, à l'intérieur d'une copropriété, ben, il faut faire des certificats de localisation individuels. Exact. On a M. Gilles qui revient avec sa maison, avec son certificat de 22 ans, et dit donc, avec l'entrée de cours qu'il veut faire, fait qu'il dit, je vais être obligé de payer 1200 deux fois, ou je vais avoir 1200 plus une modification à faire sur le certificat. Comment ça fonctionne exactement? Ça, il faudrait vérifier avec son arpenteur géomètre à lui, parce que oui, on pourrait parler d'une mise à jour d'un certificat, puis si c'est tout récent, ben, il y aura certainement moins de travail à faire, ça pourrait être moins dispendieux, mais il faut vraiment vérifier avec son arpenteur géomètre à lui. C'est du cas par cas. On a Guillaume Laflamme qui nous écoute presque à chaque matin. Merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. Puis il pose une bonne question, puis je suis pas sûr que les gens ont bien compris, M. Rodriguez. C'est quoi la différence entre piqueté puis borné? Oui. Est-ce qu'on peut la réexpliquer, s'il vous plaît? Oui. Alors, piqueté, c'est lorsque le propriétaire lui-même, il veut délimiter ou matérialiser ses limites de propriété. Mais il n'est pas dans l'étape d'aller voir son voisin ou ses voisins pour leur dire, ben, on devrait borner nos terrains, nous mettre d'accord sur les limites des propriétés pour acheter la paix pour toujours. Alors, quand tu fais ton piquetage, tu le fais pour ta propriété. L'arpenteur géomètre va vérifier ses limites de propriété, puis il va les matérialiser avec des piquets. Mais quand on parle de bornage, normalement, c'est parce qu'il y a déjà un certain conflit avec les voisins. Ouais, On n'est pas nécessairement d'accord, mais il pense que je suis allé trop loin avec ma clôture. Moi, je pense qu'il est allé trop loin avec la sienne. Alors, quand on parle de bornage, c'est parce qu'il y a déjà une certaine différence par rapport à l'appréciation des limites de propriété, puis on veut se mettre d'accord pour arrêter les chicanes entre les voisins. Entre les deux. Oui. On a une bonne question ici de Evans qui dit, il y a une clôture de broche avec un muret de béton qui sépare mon terrain de celui du voisin. Selon le certificat de localisation, le 3/4 de cette clôture est situé sur le terrain du voisin. Actuellement, le muret est en train de s'affaisser. Dans une situation où il y aurait une entente amicale entre les deux, est-ce que je peux lui donner le 3/4 sur son terrain puis 1/4 à moi, ou on est obligé de séparer ça moitié-moitié? Je pense que même si on est propriétaire, ben, pour que la décision qu'on prend par rapport à la limite des propriétés soit officialisée, si on veut, ben, il faut nécessairement faire appel à l'arpenteur géomètre pour qu'il matérialise cette décision-là. Parce que oui, je pourrais me mettre d'accord avec mon voisin, mais puis là c'est un bon cas pour un bornage, ben, pour que ça reste pour toujours, puis qu'il y ait des marques physiques, puis qu'il y ait un document qui vienne avec la décision de se mettre d'accord, c'est quoi qui est dans son terrain, c'est quoi qui est dans les miens, ben, ça prendrait un bornage. Ça prend une entente entre les deux. Oui. On a un Patrick qui demande, est-ce qu'il y a une norme de grandeur de terrain standardisée
pour la construction de maisons neuves dans le cadre de fosses septiques, puis où ça va à chaque municipalité. Autrement dit, est-ce que quand tu as un puits, une fosse septique, c'est minimum 32 000 pieds carrés, 10 000, 15 000, ou ça dépend de l'unité de fosse septique? C'est ça. Ben, ça, c'est un bon cas où c'est la réglementation municipale qu'il faut vérifier à l'avance. Okay. Il pourrait y avoir des municipalités rurales où l'extension des terrains est plus vaste. Il peut y avoir d'autres où c'est plus petit, mais c'est vraiment selon la réglementation en vigueur pour chaque municipalité. D'accord. Une bonne question de Jean-François aussi. Merci d'être avec moi, Jean-François, aujourd'hui. Est-ce que l'arpenteur géomètre est également responsable d'identifier la composition du sol ou exclusivement les dimensions limites du terrain? Oui, on fait dimension et limite des terrains. La composition du sol, c'est pas le champ des compétences de l'arpenteur géomètre. D'accord. Caroline, bonjour Caroline. Deux condos construits sur un même cadastre intergénérationnel. Est-ce que c'est possible de faire diviser pour avoir un numéro de cadastre par condo? Ça se pourrait, mais il faudrait d'abord vérifier si selon la réglementation municipale, selon les zonages, ben, les bigénérationnel est permis ou puis si la bâtisse, la construction répond aux normes, aux exigences pour en faire vraiment deux unités différentes. Parfait. Maud qui dit qui s'occupe d'arpenter lors de l'érection d'une propriété, l'arpentage de construction? Bon, ben on parlait tantôt dans l'arpentage des constructions, ben, l'arpenteur géomètre, il va faire l'implantation sur le terrain, il va déterminer les limites de propriété, puis il va faire l'implantation du bâtiment sur le terrain. Alors, oui, c'est l'arpenteur géomètre qui peut s'occuper de faire cette implantation-là. Excellent. J'ai Jack, là, Jack, j'ai eu des certificats de localisation avec des non-conformités sur des immeubles que j'achète et ce n'est lorsque le notaire l'étudie que l'on réalise que la non-conformité est jugée importante. Comment s'assurer de ne pas vivre ce genre d'angoisse à quelques jours de la transaction? Je pense pas que c'est une erreur de l'arpentage. Je pense que il y a comme il y a quelque chose qui se passe sur le certificat, une clôture qui est mal placée ou autre chose, hein? Un cabanon qui est dans une servitude. Comment on fait pour éviter de vivre ça quelques jours avant la transaction? Bon, ben, ces situations-là pourraient avoir deux causes. La première, c'est peut-être que le certificat, il est pas récent et il a pas, au moment où on a fait la visite des lieux, ben, il n'y avait pas nécessairement tous ces éléments-là que vous mentionnez. Il y a peut-être des constructions accessoires qui se sont ajoutées avec le temps. Ça, c'est une première cause. Puis si c'est le cas, c'est pour cela qu'on recommande toujours, lorsqu'il va y avoir une transaction immobilière, de s'assurer qu'il y a le certificat de localisation récent, à jour, puis qu'il tient compte de ces réalités-là physiques des lieux, puis de la réalité réglementaire. Il pourrait y avoir un cas, parce que l'arpenteur géomètre est un humain, il peut se tromper. Puis si c'est le cas, ben, il faut les contacter sans délai pour que la correction soit faite. Puis ben, il peut y avoir des cas qui sont reportés au syndic où il y a eu vraiment quelque chose en manquement professionnel, ben, l'ordre va s'assurer de mener l'enquête nécessaire pour C'est un manquement que M. Jack parlait. Je pense que c'était plus quelque chose qu'il voit sur le certificat. Ah, je veux pas avoir de clôture sur mon terrain du voisin ou des choses de même. Okay. On a Mireille qui demande la propriété de mon voisin a été vendue et le terrain piqueté en hiver avec 4 pieds de neige. Si je ne suis pas d'accord avec le résultat, quels sont mes recours? Bon, c'est comme une suite des choses. Ben, on fait d'abord notre certificat de localisation, ensuite un propriétaire qui veut s'assurer d'avoir bien marqué ses limites va faire son piquetage. Mais là, oups, ça arrive que le résultat est pas satisfaisant pour les voisins, ben, on s'amène tranquillement vers un bornage. Voilà. Fait t'as pas le choix, faut que tu ailles vers le bornage pour que ça fonctionne. Ben, il pourrait y avoir une entente entre les voisins, mais comme je l'ai dit tantôt, ben, pour que ça devienne vraiment quelque chose de solide physiquement puis dans un document officiel, ben, c'est la meilleure solution. D'accord. Est-ce qu'une transaction d'achat de maison, ça c'est une drôle de question, là, peut avoir lieu sans certificat de localisation ou assurance type?
Est-ce que ça se fait ou le notaire l'exige tout le temps? Bon, ben, la réponse est dans la question. Ben, il faudrait demander à un notaire. Mais je pense, et puis par expérience, je pense pas qu'un notaire va être en mesure de conclure sa transaction s'il n'a pas les certificats de localisation, puis dans certains cas, l'assurance titre. Mais dans la situation idéale, ben, il devrait avoir son certificat de localisation en main pour pouvoir conclure la transaction. Alors, ça serait vraiment risqué de dire, ben oui, on va conclure la transaction sans certificat, sans assurance titre, parce que euh, nous, l'arpenteur géomètre, sont les yeux du notaire sur le terrain. Le notaire, il est dans son bureau, il va pas sur le terrain, alors il doit se fier sur quelqu'un qui est allé sur le terrain, qui a pris les mesures, qui a constaté les lieux, qui a vérifié les empiètements s'il y en avait, qui a vérifié les marques d'occupation. Alors, tous ces éléments-là vont faire en sorte que les notaires est beaucoup plus confiant pour conclure la transaction immobilière parce qu'un professionnel, un officier public, est allé sur le terrain puis a pris soin de faire bien ce bilan de santé de la propriété. Alors, moi, je dirais que pour protéger la transaction, pour se protéger comme acheteur, ben, il faudrait toujours exiger son certificat de localisation. D'accord. Par le vendeur dans le cas d'un acheteur. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Oubliez pas ce soir de venir libre financièrement à 19 heures. C'est virtuel. Ça dure 3 heures. C'est Jean-Luc qui donne, Dion qui donne la formation. Après-midi à 13 heures, j'ai une formation qui s'appelle le coaching double qui décolle. C'est une journée par mois. Et demain, je vais interviewer Tania Laurando, qui est spécialiste en ressources humaines. Et c'est une entrevue qui sort un petit peu de l'immobilier, le savoir-faire immobilier. On va parler du savoir-être en temps de crise. Pourquoi il y a des gens qui, on va dire le mot capote quand on arrive dans des temps comme ça, puis il y en a d'autres qui sont super zen, qui sont capables de passer à travers. Fait que Tania est une spécialiste des tests psychométriques, de tout ce qui a lieu avec l'humain. Puis elle va vous expliquer aussi comment les locataires peuvent réagir, comment jaser avec eux autres. Fait que demain matin, ne manquez pas ça à 8 heures demain matin sur Facebook, Imo Facile. Je suis avec vous. Monsieur Rodriguez, en terminant, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux investisseurs immobiliers en temps de crise comme on est là? Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être amélioré? Bon, ben là, je vous retourne la question à vous parce que c'est vous le spécialiste dans le domaine immobilier. Moi, j'aurais comme deux réponses. Une réponse comme simple et citoyenne. Il faut garder espoir. Je pense que c'est une situation exceptionnelle, mais elle est temporaire. Il faut garder espoir que les choses vont revenir à la normale. Puis il faut toujours garder en tête que c'est logique, c'est un besoin essentiel. On l'a démontré, on l'a vu avec les différentes décisions qui ont été prises par les gouvernements. On peut pas laisser les gens sans avoir un lieu convenable où se loger. Puis, ça va demeurer, je pense, toujours comme l'investissement le plus important dans la vie d'une personne, ben, l'achat d'une propriété immobilière. Alors, moi, les conseils que je dirais à un investisseur, ben, ayez confiance, c'est temporaire, ça va s'améliorer, ça va devenir normal, peut-être une normalité différente, mais on va toujours avoir besoin de se loger. Puis, lorsque vous allez faire votre transaction, protégez-vous, demandez un certificat de localisation. Excellent, merci beaucoup. Hey, si vous avez aimé M. Rodriguez, donnez-lui de l'amour. On veut voir de l'amour à l'écran. Hey, j'ai adoré mon entrevue avec vous aujourd'hui, M. Rodriguez. Moi-même, des choses, je ne savais pas la différence entre le piquetage et le bornage. Fait que j'ai appris ça aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de vos conseils et merci d'avoir pris le temps de parler aux investisseurs immobiliers. On devrait, comme je vous disais, peut-être avoir entre 5 à 10 000 vues sur la vidéo d'aujourd'hui. Fait que les gens adorent les entrevues avec des professionnels comme vous. Fait que encore un gros merci et passez une belle journée. Et merci la gang d'être là. On se voit demain matin, 8 heures. Bye! Merci à vous. Au revoir. Bye bye.